Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de nos vidéos sur le maternisme. Et aujourd'hui, nous allons vraiment continuer à entrer pleinement dans la compréhension de cette idéologie qu'on appelle le maternisme. Alors, d'emblée, quand on parle de maternisme, on entend maternité, on pense à la notion de maternité. Et je sais que c'est une notion qui peut faire peur à certains, à certaines, parce qu'on se demande finalement s'il s'agit de reléguer la femme uniquement à son rôle de mère, à son rôle de génitrice. Eh bien, nous allons comprendre que le maternisme, bien entendu, place au centre l'importance de la femme en tant que mère, mais nous allons comprendre donc que cette notion de mère va au-delà du simple fait de donner la vie d'un point de vue physique. Nous allons premièrement tenter de comprendre l'origine du matriarcat à travers les recherches du grand Cheikh Anta Diop. Dans son ouvrage L'unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, Cheikh Anta Diop situe l'origine du matriarcat dans le berceau méridional. Donc nous sommes dans les toutes premières sociétés humaines et le matriarcat serait né à partir du moment où la femme aurait découvert l'agriculture. Donc, Cheikh Anta Diop souligne également l'importance de la sédentarité. Donc, ces sociétés-là sont sédentaires et non nomades. Et cette sédentarité permet la culture de la terre. Et c'est la femme qui va découvrir que, en cultivant la terre, on est capable de nourrir l'humanité. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va attribuer à la femme la responsabilité de nourrir. C'est à ce moment-là qu'on va lui accorder la responsabilité de prendre des décisions, de gérer les sociétés finalement, parce que elle a découvert donc l'agriculture, elle a découvert le moyen de pouvoir nourrir les êtres humains. Alors, Cheikh Anta Diop parle également de la fin du matriarcat et nous aide à comprendre comment le matriarcat a pu disparaître de ces sociétés pour laisser place au patriarcat. Alors, Diop nous parle du patriarcat comme d'un modèle qui serait entré dans une société dans laquelle le matriarcat était déjà installé à partir du moment où nous sommes passés à un mode de fonctionnement nomade. Donc nous sommes au départ sédentaires et lorsque l'on est sédentaire, on est face à la terre, on la cultive pour se nourrir. Tandis que le nomadisme nous force à pratiquer la chasse, nous force à pratiquer la pêche, par exemple. Et donc, c'est là que l'homme prend le dessus. C'est là que la femme n'a pratiquement plus rien à faire. Et donc, le patriarcat serait né de cette manière, selon les pensées, selon les recherches de Cheikh Anta Diop. Et bien évidemment, il s'est appuyé sur des éléments d'ordre archéologique, sur une recherche empirique sérieuse. On parle de Diop quand même. Alors, pour rejoindre les pensées de Diop, il y a également cette grande préhistorienne qui est Marie Himpoutas, préhistorienne américaine, qui a elle aussi étudié les premières sociétés paléolithiques, les premières sociétés préhistoriques et qui s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une grande importance qui était accordée à la femme. Alors, les recherches archéologiques de Marie Himpoutas vont la conduire vers des éléments probants, des éléments indiscutables sur cette importance que l'on accordait à la femme dans les sociétés préhistoriques, sur ce que l'on appelle le culte de la déesse mère. Alors, à travers certains objets archéologiques, tels que les Vénus stéatopiges qu'on a pu retrouver, tels que la Dame de Brie-sans-Puy, par exemple, tous ces éléments-là nous ont montré qu'il y avait une importance accordée à la femme en tant que mère, en tant que personne capable de donner la vie, en tant que personne qui est reliée au cycle lunaire, qui est capable de également avoir une influence sur l'agriculture, sur la manière dont les plantes poussent, qui était une personne qui connaissait les plantes médicinales pour guérir. Alors les études de Marie Himpoutas vraiment vont corroborer les recherches de Cheikh Anta Diop qui nous parle des premières sociétés primitives basées sur le matriarcat et sur l'agriculture. Alors Cheikh Anta Diop fait la distinction, attention, entre ce qu'il appelle le berceau méridional et le berceau septentrional. Dans le berceau méridional,
les populations qui étaient là sont restées sédentaires et ont continué à pratiquer le matriarcat. Tandis qu'une partie de cette société-là ou une autre société peut-être née par elle-même dans ce qu'il va appeler le berceau septentrional va devenir nomade et va complètement annihiler le rôle de la femme et donc la conception d'une société patriarcale va véritablement se faire à partir de ce berceau septentrional et donc le patriarcat. Et pour en revenir donc aux recherches de Cheikh Anta Diop, il y a deux foyers, deux berceaux. Le berceau méridional qui voit la naissance donc du matriarcat à travers l'agriculture, la découverte de l'agriculture par la femme. Le berceau septentrional qui n'est pas sédentaire mais nomade et qui va par la force des choses, étant donné que ce sont les hommes qui pratiquent la chasse, qui pratiquent la pêche, vraiment amoindrir le rôle de la femme. Elle n'a plus rien à faire puisqu'il n'y a plus de terre fixe pour être cultivée. Donc du coup, on bouge tout le temps, du coup c'est l'homme qui prend le dessus et donc c'est l'homme qui commence à diriger les sociétés. Dans le foyer méridional, le matriarcat va donc poursuivre son cours, mais va s'éteindre également à un certain moment. Le matriarcat va s'essouffler également à un certain moment, mais avec des éléments exogènes tels que l'esclavage, tels que le contact avec les peuples arabo-musulmans ou alors la colonisation. Mais dans le berceau septentrional, donc ce patriarcat va continuer jusqu'à arriver à un moment où les femmes vont prendre le dessus sur les hommes. Et là, on en vient donc maintenant aux études de Johan Bachofen, qui vient quelque part comme corroborer cette réalité évoquée chez Diop, dans laquelle les sociétés sont patriarcales. Alors, les hommes prennent le dessus. Et à un moment donné, les femmes se rébellent. C'est une société durant laquelle la femme est pervertie, elle est frivole, elle est dans des choses futiles, elle est dans des choses sales finalement. Elle utilise son côté séductrice, son côté aguichante pour berner l'homme et pour faire du mal à l'homme, pour finalement le tuer, pour finalement le castrer. Donc vraiment, la femme est une sorcière, on va dire, dans Das Mutterreich. Et donc, il va parler de cette période et il va être un peu ambigu, dans le sens où il va mettre en avant le pouvoir de la femme. Et certaines femmes qui lisent Das Mutterreich se sentent vraiment, se sentent flattées quelque part. Et certaines féministes ont été juste à penser que Johan Bachofen devrait être considéré comme le théoricien du matriarcat, puisqu'elle pense que cette gynocratie, c'est le matriarcat. Elle pense que finalement, il a fait l'apologie de la femme. Et donc non, dans Das Mutterreich, Bachofen ne fait pas du tout l'apologie de la femme, ni même du matriarcat. D'ailleurs, il ne parle même pas de matriarcat. Il n'évoque pas le matriarcat. Il faut savoir même que lorsqu'on parle de matriarcat, nous devons nous rendre compte que le concept même a existé bien avant le terme matriarcat. Donc nous, dans nos sociétés africaines ancestrales, nous connaissions le concept du matriarcat. Mais on n'avait pas mis un mot dessus pour dire voilà, nous vivons le matriarcat. C'est un mot qui a été créé bien après dans les sociétés occidentales. Donc matriarcat, il faut même vraiment étudier l'étymologie du mot, on va voir à quoi refaire le mot matriarcat. Matriarcat vient de mater, qui veut dire mère, et vient également de arché, qui veut dire commander en grec. Donc comprenons, matriarcat, c'est le commandement des femmes. Ce sont les femmes qui commandent. C'est ça le matriarcat. Et donc c'est pour ça qu'on pense qu'on peut parler de la gynécocratie de Bachofen comme étant le matriarcat. Mais quand on parle de Bachofen comme étant le théoricien du matriarcat, il faut dire que lui-même n'était pas en faveur du matriarcat. Il a remercié justement les hommes qui sont venus imposer ce qu'on appelle le pater familias, donc le droit romain qui était patriarcal. Donc il mettait en avant l'homme. L'homme est le chef de famille, la femme n'a rien à dire. Et Bachofen va clairement l'exprimer en disant « Heureusement !» que le pater familias est venu sauver nos sociétés de la gynécocratie. Donc finalement, on peut considérer que dans les sociétés occidentales, on a peur de donner la place aux femmes. Parce il fut une époque, notamment d'après Bachofen, où les femmes régnaient,
où les femmes gouvernaient. Mais c'était une époque chaotique. On est loin de cette époque idéalisée par Diop. C'était cette époque où régnait l'harmonie, où régnait la paix et l'équilibre, dont nous parle Diop dans le berceau méridional, où la femme était détentrice comment dire, de la faculté de pouvoir nourrir, était détente et elle prenait les décisions, etc. On est loin de cette période idyllique-là. Là, on est carrément dans une période de chaos extrême. Donc, on ne veut plus accorder le pouvoir à la femme. Et on peut clairement définir cette notion de peur, cette notion de mépris à l'égard de la femme en donnant deux exemples concrets de mythes gréco-latins. On peut parler du premier mythe, le mythe des Amazones par exemple. Donc, ces Amazones de la mythologie grecque, nous devons savoir que ce n'étaient pas des femmes dont on faisait l'apologie non plus. C'était des guerrières sanguinaires, des guerrières qui n'avaient pas pitié des hommes, mais qui faisaient du mal aux hommes, qui marginalisaient les hommes. Donc aujourd'hui, nous, on parle de nos Amazones. D'ailleurs, il ne faudrait pas les appeler les Amazones. Ces femmes guerrières qui faisaient la garde de Béanzin, par exemple, on les appelait les Minots. Et ce qui est intéressant de découvrir aussi, c'est que Minot veut dire en fond nos mères. Donc on les appelait nos mères. Voyez un peu le respect qui était accordé à ces femmes. Et chose intéressante aussi, toujours pour rappeler cette notion de mère, c'est que les Minots n'étaient pas toujours des mères. Il y en avait qui s'étaient... Il y avait parmi elles certaines qui s'étaient tellement consacrées à la mission de protéger le royaume, de protéger l'empire, qu'elles ne concevaient pas, qu'elles ne faisaient pas d'enfants. Mais on les appelait toujours des mères. Contrairement aux Amazones qui étaient vraiment méprisées parce qu'elles faisaient du mal autour d'elles, parce qu'elles méprisaient les hommes. Et on peut prendre comme deuxième exemple de ce mépris à l'endroit des femmes qui gouvernent, des femmes qui prennent des décisions au sein des sociétés, au sein de la cité, avec l'auteur Aristophane, l'auteur grec Aristophane, qui va écrire son ouvrage L'Assemblée des femmes, dans lequel il présente une société gynocratique où les femmes prennent des décisions. Alors ces femmes-là vont se réunir dans l'agora pour discuter des problèmes de la société, etc. Et les hommes sont là à les écouter, à les observer attentivement. Mais ces hommes ont le regard moqueur. Ils se moquent des débats que font ces femmes. Ils considèrent ces débats comme étant futiles. Ils considèrent ces femmes comme étant des femmes frivoles, des femmes aguichantes, des femmes qui n'ont rien dans le cerveau et qui ne servent absolument à rien finalement. Donc on voit bien que dans ces sociétés occidentales, finalement, dans ces sociétés qui sont basées sur les pensées, sur des considérations gréco-latines, que la femme qui gouverne est méprisée. On pense que la femme n'est là que pour créer le chaos, que lui laisser la gouvernance, lui laisser les prises de décision, c'est vraiment accepter le chaos au sein des sociétés. Et donc, c'est pourquoi on a instauré le pater familias, c'est-à-dire le droit qui est basé sur le pouvoir de l'homme, sur le patriarcat. On n'est plus dans le Mutterrecht, on n'est plus dans le droit de la femme, mais on est dans le droit de l'homme. Or, on va s'apercevoir en entrant de plus en plus dans la notion du maternisme que le droit, la notion de droit, la notion de justice ne peut être dissociée de la femme. Il suffit d'observer certains éléments tels que la représentation, la personnification de la Mahat, qui est une femme, tout simplement. Et cela rejoint les études très intéressantes, les recherches très intéressantes de la grande Fatou Camara qui a étudié le droit négro-africain et qui a bien évidemment relevé ce fait-là, cette importance accordée à la justice par la femme, au droit par la femme. Donc on est vraiment loin de cette idée de pater familias en fait. Alors pour finir, donc de parler de cette notion de matriarcat à ne pas dissocier à la notion donc de maternité, nous devons évoquer la question de genre, nous devons évoquer ce qu'on appelle la matrilinéarité ou la matrifocalité. Et nous allons voir cela avec l'auteur nigériane Oyeronke Oyewumi qui va nous parler du mythe de
Oshun et des 16 Orishas dans son ouvrage What Gender is Motherhood. Et là, on va vraiment comprendre pourquoi la question de genre n'est pas dans notre paradigme africain. Alors, de quoi nous parle ce mythe de Oshun et des 16 Orishas? Alors, on est en plein dans la cosmogonie Yoruba. Alors, il faut savoir que nos cosmogonies africaines nous relatent toujours la création du monde, mais il y a tellement de similitudes dans ces notions de création du monde. Et nous revenons toujours quelque part à l'importance qu'on accorde aux femmes dans ces cosmogonies africaines, et notamment dans la cosmogonie Yoruba, à travers ce mythe très connu de la création du monde par Oshun et les 16 Orishas. Que nous raconte donc ce fameux mythe? Alors, le mythe d'Oshun et de 16 Orishas nous raconte qu'Olodumare, qui est en réalité Dieu, l'être suprême, l'univers, appelez-le comme vous voulez, mais on parle de Dieu, on parle du Créateur ici. Et donc, Olodumare, selon la cosmogonie Yoruba, aurait demandé à 16 Orishas et à Oshun, donc 16 Orishas de sexe masculin, et à Oshun, qui est une déesse. Et donc, Olodumare leur donne la mission de remplir la terre d'espèces en tout genre, d'êtres vivants en tout genre. Et les 16 Orishas vont mépriser Oshun parce qu'ils ne vont pas voir l'utilité d'Oshun. D'ailleurs, c'est le seul Orisha de sexe féminin, donc vraiment, on n'a pas besoin d'elle. Donc, les 16 Orishas vont se concerter entre eux et vont essayer d'accomplir leur mission au mieux. Et évidemment, Oshun, qui va être mise de côté, va être remplie de colère, va être remplie de ressentiment parce qu'elle ne comprend pas qu'on la mette de côté. Et alors, les 16 Orishas vont être heurtés à leur faiblesse parce qu'à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'il leur manque une chose primordiale, c'est l'eau. Or, Oshun est la détentrice des flux de la terre. Et donc, c'est elle qui a la capacité de donner l'eau. Et c'est à travers l'eau que la vie peut naître. Donc, Oshun va bouder. Quand les Orishas vont aller vers elle pour lui dire, écoute, finalement, je pense qu'on a besoin de toi, etc., elle est fière quand même. Donc, elle va bouder, elle va refuser de les aider. Et donc, une grande sécheresse va s'abattre sur la terre. Et là, Olodumare va leur dire, mais je vous ai envoyé Oshun. Pourquoi vous l'avez mise de côté? Et donc, du coup, les Orishas vont retourner vers Oshun une nouvelle fois pour lui demander de leur pardonner, de les pardonner. Et donc, ils vont dire une phrase très intéressante à Oshun. Ils vont dire, nous sommes allés vers Dieu. Nous sommes allés vers Olodumare. Et il nous a dit que nous venons de toi. Et cette phrase est extrêmement importante. Et cette phrase va résonner dans plusieurs cosmogonies africaines. En ce sens que on comprend que Oshun, ou la femme, a participé à la création divine. Donc la toute première mission créatrice, la toute première mission divine a été faite avec une seule personne, la femme, ou Oshun. Et donc Dieu va leur faire comprendre, vous avez besoin d'elle, parce que c'est à travers elle que je vous ai donné naissance. Et donc du coup, ils vont se rendre compte que Oshun n'est pas à leur niveau finalement. Attention quand on parle de cela, parce qu'il n'est pas question ici d'opposition. Comprenez bien cette logique qui est très très intéressante. On n'est pas dans une notion d'opposition. On n'est pas dans une notion de supériorité. Lorsque Olodumare dit aux 16 Orishas que Oshun était là avant vous, Oshun vous a donné la vie, il ne dit pas Oshun est supérieur à vous. Il parle non pas il parle plutôt de seniorité. Nous devons donc comprendre que dans la pensée, dans la cosmogonie Yoruba, dans la pensée africaine même, il n'est pas question de supériorité quand il s'agit de la femme. Il est question de seniorité. Il est question d'antériorité. La femme était là avant. Et on peut encore penser, moi je pense souvent à cet adage, lorsque j'imagine donc ce mystère extraordinaire, cet adage qui est d'une auteure inconnue, d'une auteure africaine, qui dit « Je ne peux pas être l'égal de l'homme parce que je lui donne la vie ». Et ce n'est pas dire je suis supérieur à lui parce que je lui donne la vie. Ce n'est pas ça du tout. Et on va comprendre pourquoi. Donc, Olodumare leur dit, Oshun était là avant. Elle n'est pas
à votre niveau. Elle était là avant. Et à travers ce mythe d'Oshun et des Orishas, Oyeronke Oyewumi nous parle d'une notion très importante, c'est la notion d'Iya. Iya qui signifie en Yoruba mère. Donc Oshun finalement, elle est l'Iya des Orishas. Elle n'est pas leur Egbe. Et Egbe est un terme que l'on parvient un peu à traduire en anglais, mais qui est très difficile à traduire en français. En anglais, on parle de birth mate. Elle n'est pas leur birth mate. Elle n'est pas née en même temps qu'eux, en fait. Donc, elle n'est pas leur camarade, si vous pouvez comprendre ça comme ça. Donc, elle est leur mère, tout simplement. Ils lui doivent du respect parce qu'elle était là avant. Ok? Mais cela ne signifie pas qu'elle est supérieure. Parce que elle qui était avant a un rôle primordial à travers ce don qu'elle a reçu de l'Odumare, qui est le féminin sacré, qui est la capacité de donner la vie. Elle ne peut pas donner la vie seule. Donc les Orishas vont comprendre facilement, sans même se fâcher ou même s'énerver, qu'en fait Oshun, c'est leur mère, tout simplement. Et Oshun, quant à elle, va comprendre également que lorsqu'elle était en train de bouder dans son coin, elle était incapable d'accomplir la mission qu'Olodumare lui avait donnée, parce qu'elle avait besoin des hommes, finalement. Elle avait besoin de ses coéquipiers, parce que sinon elle ne pouvait pas accomplir cette mission. Donc on comprend ici qu'il y a une notion de complémentarité, mais dans cette notion de complémentarité, il n'y a pas d'égalité, parce qu'il y a une seniorité qu'il faut admettre et reconnaître. Et donc, il y a un terme intéressant qu'emploie Oyeronke Oyewumi dans son ouvrage. Elle dit que Oshun est leur Iya, c'est-à-dire elle est leur maman. Elle est la maman des Orishas. Donc, elle n'est pas à leur niveau. Elle ne peut pas donner la vie seule parce que pour donner la vie, elle doit transmettre ce pouvoir qu'elle a. Elle doit transmettre le pouvoir de l'Iya. Donc, aux Orishas pour pouvoir donner la vie terrestre. Et donc, c'est une notion tellement importante et tellement intéressante qui nous fait comprendre qu'en fait, il n'y a pas de supériorité de la femme, il y a la seniorité de la femme. Et il y a en même temps la complémentarité, mais il y a également une passation de pouvoir, de ce pouvoir que la femme a reçu de Dieu et qu'elle doit passer à l'homme pour que la vie puisse être créée. Et c'est là qu'intervient la notion de matrilinéarité. Et la notion de matrilinéarité est intéressante, en ce sens que le pouvoir de la femme peut être transmis aux frères de la femme. Et donc, dans le principe de matrilinéarité, il y a cette notion de pouvoir avinculaire, c'est-à-dire le pouvoir de l'oncle. Donc, la mère a passé le pouvoir à son frère. Et donc, finalement, dans la matrilinéarité, ce n'est pas la femme qui règne seule, parce qu'il y a passation de pouvoir. J'espère me faire comprendre. Nous allons nous arrêter là parce que ce serait trop rapidement entrer dans une nouvelle, dans un nouveau principe qui définit le maternisme et dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, il serait intéressant que nous puissions digérer ces notions que nous avons abordées. Nous avons donc abordé la question du matriarcat. Nous avons tenté de comprendre l'origine du matriarcat. Nous avons tenté de comprendre la notion et l'importance de la maternité qui est à lier au matriarcat, qui n'est pas dissocié du matriarcat. On a également parlé de la notion de genre qui finalement n'existe pas. Donc finalement, on comprend que dans les sociétés africaines ancestrales, si une personne est désignée comme étant la détentrice d'un certain pouvoir, ce n'est pas à cause de son sexe. Ce n'est pas parce que cette personne est une femme ou parce que cette personne est un homme. C'est parce que cette personne était là avant. Donc c'est la seniorité qui prime sur le genre. Le genre n'existe pas dans le paradigme africain. Si la femme règne, c'est parce qu'elle était là avant. Et dans le principe de matrilinéarité, si à un moment donné, le frère de la mère règne, c'est parce qu'il a reçu ce pouvoir de celle qui était là avant. Donc il entre dans ce processus, dans cette logique de seniorité. Ce n'est pas le genre ici qui compte. Ce n'est pas parce que c'est un homme. Ce n'est pas parce que c'est une femme.
c'est parce qu'il était là avant, tout simplement. Ou c'est parce qu'elle était là avant. J'espère m'être fait comprendre. En tout cas, on va revenir encore sur toutes ces notions qui finalement sont les squelettes de cette idéologie extraordinaire qu'on appelle le maternisme. À bientôt pour une prochaine vidéo.